Bonjour, eh bien, nous sommes à la 8e émission de Lecture Plurielle et aujourd'hui, nous allons être avec une invitée qui va se présenter à vous. Bonjour, je m'appelle Florence Witty, j'écris de la poésie depuis de nombreuses années. J'ai illustré des recueils de poèmes et des livres avec mes dessins à l'encre de Chine. Je chante et je m'accompagne à la harpe celtique et j'ai écrit des contes pour enfants il y a 8 ans. Eh bien, vous voyez que Florence est donc une artiste complète dans l'écriture, dans la musique, et donc elle a écrit, et ce sera l'objet de l'émission d'aujourd'hui, elle a écrit un conte qui s'appelle Le Loup Gourmet, et qui est en fait une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Alors aujourd'hui, notre problème sera situé autour de la problématique d'un conte à l'autre, le visage du loup, et si on voyait les choses autrement. Parce que vous connaissez tous le conte, la fable de Perrault, le conte de Perrault, le Petit Chaperon Rouge. On sait comment était le loup, on sait comment était le Petit Chaperon Rouge. Et bien là, vous avez un autre texte qui va s'appeler Le Loup Gourmet. Vous voyez qu'on peut dire que c'est un oxymore, puisque un loup, par définition, ne peut pas vraiment être gourmet, si on se souvient de la fable. Or, ici, c'est un loup gourmet, et on observe également que c'est lui, le personnage éponyme, alors que dans le conte de Perrault, c'était le Petit Chaperon Rouge. Donc, nous avons prévu de faire les choses de cette façon. Florence va vous lire le conte, et moi, je vais faire la mauvaise élève, c'est-à-dire l'interrompre, essayer de voir la différence, et surtout ce que nous voulons démontrer, à savoir peut-être regarder les choses autrement. Donc, le loup gourmet. Au pays des grands bois et des sombres forêts, les légendes ont la peau dure. L'une d'entre elles vous est certainement familière. Pour le rôle principal, choisir une gamine écervelée et la revêtir d'une cape rouge. Le second personnage doit être une vieille femme, comptant sur sa petite fille pour l'approvisionner. Alors vous voyez tout de suite, dès le début de ce conte, qui commence vraiment comme un conte, au pays des grands bois et des sombres forêts, nous voyons que la distance est immédiatement prise avec Perrault, puisqu'ici, on entre dans la représentation et non plus dans le stéréotype. Donc forcément, l'intention ne sera pas la même. Vous voyez qu'elle dit, Florence, pour le rôle principal, choisir le second personnage. Donc nous ne sommes plus dans quelque chose de figé, nous sommes dans une représentation différente où chacun va assumer un rôle. Alors voyons la suite de ce conte très beau, Florence. Un grand méchant loup incarne, quant à lui, le troisième larron. Prévoir si possible un animal cruel, à l'appétit démesuré. Ce récit repose ainsi sur la stupidité d'une gamine, déambulant avec des victuailles sous le nez d'un monstre affamé. Inutile de vous narrer la suite, elle coule de source. Eh bien justement, le conte, Le Loup Gourmet, va s'attaquer aux stéréotypes. Alors vous avez vu, on choisit une gamine écervelée. Elle était déjà écervelée chez Perrault. On va voir ce qu'elle devient dans ce conte-là. Il y a un grand méchant loup, un animal cruel. Vous savez que cruel, au sens étymologique du terme, cela veut dire qui fait couler le sang. Ça vient du latin cruor, le sang rouge qui coule. Vous voyez qu'on parle d'un monstre. Eh bien, si nous allons un petit peu plus loin, nous verrons que peut-être il n'y a pas ce monstre dans le conte Le Loup Gourmet. À chaque génération, l'aîné d'une fratrie de loups se voit attribuer le rôle. Dès son plus jeune âge, on lui lit le scénario et on lui insuffle la motivation nécessaire pour dévorer 2 personnes, une gamine et son aïeul, dans un laps de temps limité. C'est qu'il en faut du talent pour être à la hauteur. Vous voyez donc que d'abord, chez Florence, la distanciation, elle est d'abord celle de l'humour. Effectivement, ce loup, de génération en génération, devra jouer un rôle. Cependant, même s'il y a humour, jouer un rôle, ça suggère quand même quelque chose de didactique. Quand Perrault présentait les choses comme une démonstration de la loi du plus fort, Perrault les présentait comme une démonstration, on dirait qu'ici, la représentation va tendre à prouver autre chose. Mais nous laissons Flo continuer le texte. Mais un beau jour, l'élu contesta le scénario, refusant de jouer au méchant loup. Lucullus, le bien nommé, se présentait avant tout comme un gastronome. Sa préférence allait aux pâtisseries. La viande lui faisait horreur et l'idée du sang versé le révulsait au plus haut point. Le sort lui avait sournoisement attribué une fonction qui le chagrinait amèrement. «
Le diététicien vous rabâche qu'il faut manger équilibré. La gamine est par trop maigrelette et la vieille me semble faisandée. De quoi me donner une belle indigestion. Je vois déjà mon taux de cholestérol grimper en flèche. Gémissait le loup. Eh bien, vous voyez que ce loup gourmet, il est adapté au monde contemporain. Mais surtout, on va observer une inversion des données anciennes. Ce loup, qui était affamé, vous vous souvenez, chez Perrault, que la faim en ces lieux attirait, ce loup, non seulement il n'est pas affamé, mais il n'est même pas carnivore, et il connaît la diététique. Et petit coup d'œil très sympathique de la conteuse qu'il appelle Lucullus, c'est-à-dire un mélange entre Lucullus, le cuisinier, fameux cuisinier romain, et en même temps Lupus, qui signifiait le loup. Donc vous voyez, même dans l'onomastique, il y a un jeu. Et donc on se dit que ce loup ne peut forcément pas vivre les choses comme dans l'histoire de Perrault. L'animal plaida vainement sa cause. Il proposa même que l'on fasse appel à un remplaçant, une sorte de doublure. Je connais des dizaines de camarades qui seraient ravis de prendre ma place. Étant de constitution fragile, le corps médical me déconseille des émotions fortes. À tous les coups, je suis bon pour la crise cardiaque. Mais sa famille demeura intransigeante. Aucune dérogation ne serait acceptée. Il faut que ça tombe sur moi, je n'ai jamais eu de chance avec les tirages au sort. Si au moins j'avais pu gagner au loto. Lui qui ne rêvait que de baba au rhum, de tartes aux fruits et de crèmes au caramel. Il se voyait déjà, toque sur la tête, préparant de subtils coulis ou de savoureuses pièces montées. Le moins qu'on puisse dire, Florence, c'est qu'on a affaire à un loup très différent, qui est beaucoup moins monolithique que celui de Perrault, qui est réduit, lui, à sa nature sauvage et à sa force. Celui-là, il s'inscrit dans une époque. Il n'est pas seulement un type, voire un stéréotype. Il s'émeut, il a des rêves, on voit qu'il a des émotions qu'il manifeste physiquement. Il a des rêves, il voudrait être grand cuisinier. Il se projette dans l'avenir. Il s'humanise en quelque sorte, si l'on peut dire. Pour toutes ces raisons, Lucullus reculait depuis longtemps la confrontation avec Chaperon Rouge. Combien de fois l'avait-il observé, caché derrière un fourré ? Cette façon provocante de déambuler, cet air satisfait, ce ridicule costume, bref, tout lui déplaisait. Eh bien, on retrouve ici tous les ingrédients de l'histoire de Perrault, mais avec tout de même un loup qui juge l'histoire et qui nous dit que cette tenue, ce petit chaperon rouge, lui déplaisait souverainement. Et on voit une fillette qui va apparaître bien différente. Effectivement, elle apparaît bien différente déjà parce qu'elle s'appelle Chaperon Rouge, alors que vous vous souvenez, Perrault l'appelait le petit chaperon rouge. Donc elle n'est pas si innocente et si fragile que ça. En revanche, c'est ici le parti pris pour le loup. C'est un loup sympathique. Alors pourquoi ? Eh bien, je pense que l'histoire va nous le dire, Florence. Aussi prit-il un jour son courage à deux pattes pour aborder le curieux personnage. La gamine s'immobilisa devant l'animal, lâcha son panier, puis leva les deux bras dans une pose menaçante. « Salut le loup, tu es long à la détente, je commençais à me lasser. Depuis le temps que tu me tournes autour avec ton long museau, oh, ne fais pas le timide, approche un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. J'adore les confrontations. » Eh bien, on voit apparaître une fillette qui est tout de même à 1000 lieues du conte de fées. Elle menace, mais surtout, elle n'est pas vraiment surprise par la rencontre qu'elle anticipait. Elle, au contraire du loup, elle aime la confrontation. Et vous voyez ici à nouveau une inversion des données du conte pour sans doute, comme c'est le cas quand on inverse, faire passer une autre vérité. Elle a un langage très brutal, très très ponctué. Elle ne se laisse pas faire, cette petite fille. Et donc, qui nous présente des gens si différents, nous présente peut-être différemment les choses. Alors, le dialogue entre eux, ça donne quoi, Florence ? Oh là, on se calme, je suis venu parlementer. Entre gens civilisés, on peut bien discuter, que diable. Oui, oui, on dit ça, et puis tu me sautes dessus par derrière. Je te préviens, je suis ceinture noire de karaté. Mais tu es sourde ou quoi ? Je te répète que je ne t'agresserai pas. Comment veux-tu que je te fasse confiance ? Un loup reste toujours un loup, quoi que tu en dises. Je n'ai aucune intention de te dévorer, et je précise à toute fin utile que je suis végétarien. Ah ça, c'est la meilleure. Eh bien, je pense que l'humour est quand même décelable immédiatement. Mais vous observez un changement de vocabulaire
qui est celui du dialogue, celui de l'argumentation, tout le contraire de la fable où le loup ne veut rien entendre, parce que précisément, selon Perrault, on se situe dans l'arbitraire. Vous remarquez qu'ici, le loup dit « Je suis venu parlementer » entre gens civilisés. On peut bien discuter. Et même ce loup, il recule. Il n'affronte pas. Et puis, vous voyez que c'est la gamine qui est quand même la plus violente. Il y a ici une inversion aussi des personnages. Je suis ceinture noire de karaté, gronda la gamine. Et cette gamine, et on s'aperçoit que c'est intéressant pour la suite et pour la démonstration que veut peut-être faire ce conte, la gamine, elle est restée dans le stéréotype. Elle dit « un loup reste toujours un loup ». Un loup, c'est une bête féroce dont on a tout à redouter. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant de se rendre compte que les personnages, le décor, l'histoire commencent à nous induire que peut-être ce conte est écrit pour autre chose. Alors, que lui dit le loup après ? Ne pourrait-on pas trouver un arrangement à l'amiable, un accord tacite, nous ignorer par exemple, ou faire comme si de rien n'était ? Eh bien, toujours ici le vocabulaire de l'argumentation. On parle d'arrangement, et un arrangement à l'amiable, un accord, et donc une volonté de changer l'histoire. Alors j'imagine, Florence, que quand tu as écrit ce texte, tu as voulu changer l'histoire, pas seulement faire de l'humour. Donc... Oui. Les personnages sont complètement opposés à leur rôle traditionnel. Le loup est l'acteur principal, et le conte cherche à convaincre... Et il cherche à convaincre que son idée est sensée et profitable à tous. Eh bien, profitable à tous, c'est ce qu'on va démontrer en continuant cette histoire. À vrai dire, j'en ai plus qu'assez de me trimballer dans les bois avec ce stupide panier. J'ai bien d'autres projets en tête. Sur un vélo de crosse, je fais des prouesses. Mais pour participer à des championnats, il faudrait que je m'y consacre à plein temps. Nous voilà donc arrivés à un compromis. Je m'engage à ne point t'oxyre et tu vaques à tes occupations. Je désire étudier la pâtisserie et je deviendrai un grand chef, reconnu et apprécié. Eh bien, on dit que le loup exulte. Eh bien oui, il exulte parce qu'il y a bel et bien changement d'histoire. Celle qui était le petit chaperon rouge en a elle aussi assez de son stéréotype. À croire que ce loup réveille la conscience de chacun. Elle aussi, elle a des rêves. Et elle va donc être particulièrement contente de ce compromis, de ce désir du loup et de l'engagement du loup, car ce loup s'engage. On observe donc qu'elle a changé, et on observe une inversion de données qui perdure, avec une fillette qui serait plutôt virile, qui fait du karaté, qui veut faire du cross. On verra un peu plus loin comment elle parcourt le bois. On est très très loin de cette petite fille qui ramasse des fleurs et des champignons et qui va vous trouver sa mère grand. Et puis on a un loup à la sensibilité plus féminine qui va pouvoir faire un partenariat avec la grand-mère. Parce qu'évidemment, maintenant Flo va nous parler de la grand-mère et vous allez voir, c'est tout un programme. Mère Grand est un fin cordon bleu. Elle pourrait te donner un coup de main. Si tu parvenais à la convaincre, méfie-toi, elle a un caractère de cochon. Et voilà, une grand-mère qui a un caractère de cochon. Petite ironie également ici, l'humain devient l'animal. Alors, apparition d'un personnage de la grand-mère. Alors, pour le coup, il va falloir la convaincre, cette grand-mère. Eh bien, cette grand-mère, elle ne sera pas si facile que ça à convaincre, parce que visiblement, elle n'est pas malade, et la force du loup ne servirait à rien dans l'entrevue. Il faut la convaincre, c'est-à-dire qu'il va falloir argumenter. Mais je crois que le loup, ce loup Lucullus, sait argumenter. Et c'est une grande différence avec le loup de Perrault. Merci pour ce renseignement. J'irai lui rendre visite. Au fait, pour le cross, tu vas devoir changer de tenue. Le capuchon et la cape me semblent un tantinet ridicule. Oh, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Si tu crois qu'il est facile d'enfiler cet accoutrement tous les matins, je vais de ce pas m'acheter une tenue de cycliste pratique et sexy. Eh bien, vous voyez, un petit chaperon rouge sexy. C'est elle qui est dans la séduction
Et c'est très amusant. Certains pensaient que dans le conte de Perrault, elle était déjà dans la séduction. Mais ici, c'est une séduction sexy, une séduction bien contemporaine. Et vous voyez le loup qui est ironique. On sait bien que l'ironie, c'est un des modes privilégiés de l'argumentation. Voici donc les deux compères repartant chacun de leur côté. Le loup avec ses gâteaux plein la tête et Chaperon Rouge avec ses rêves de gloire. Quelques jours plus tard, les habitants de la forêt eurent la surprise de croiser la gamine sur un vélo rutilant. Semblant se rire du danger, elle dévalait les pentes escarpées, sautait les troncs d'arbres morts et franchissait les ruisseaux. On observe ici l'intervention du décor. Ce ne sont pas des bûcherons et un chasseur, les habitants de la forêt, ce qui va donner une touche très pittoresque à l'histoire. Il peut même y avoir des hommes et des animaux confondus. Et vous notez qu'il y avait un très beau rythme ternaire qui donne à cette petite fille un dynamisme inattendu. Elle dévalait les pentes escarpées, sautait les troncs d'arbres morts et franchissait les ruisseaux. Décidément, cette petite fille est une force de la nature et nous allons voir Lucullus arriver chez la grand-mère. Lucullus, quant à lui, décida d'aborder Mère Grand, qui vivait barricadée dans une humble chaumière. En animal bien élevé, le loup frappa à la porte, qui s'ouvrit brutalement. La vision d'une vieille femme brandissant une carabine fit reculer l'animal. « Tu peux déguerpir, cruelle bestiole, je ne me laisserai point dévorer, et s'il arrive malheur à ma progéniture, je te crible de plomb. »« Ne craignez rien, madame, nous avons passé un accord, Chaperon Rouge et moi. Je désire pâtisser et elle s'entraîne pour le cross du printemps. Elle m'a d'ailleurs convaincu de venir vous trouver pour des cours de cuisine. Tu veux sans doute connaître la recette du pot-au-feu de Mère Grand ou du sauté de Chaperon Rouge? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour une cruche. Que nenni non point, je veux devenir un grand chef et j'y parviendrai, foi d'animal. Avec ou sans votre aide, s'obstina le loup. Eh bien, vous voyez que ici, la grand-mère n'est pas une grand-mère. Ce n'est pas une grand-mère très malade, agonisante. C'est une grand-mère qui ouvre la porte brutalement. C'est une grand-mère qui brandit une carabine. Elle est en porte-à-faux complet avec la grand-mère du conte. Elle a un langage plutôt cru. Elle aussi, elle ironise. C'est très amusant, le pot-au-feu de Mère Grand ou le sauté de Chaperon Rouge. Encore une fois, la version des données. Mais elle reste malgré tout dans le stéréotype. Le loup est un loup, et une fois de plus, c'est le loup qui va vouloir changer les choses. Ah, j'aurais vraiment tout entendu dans ma longue vie, puisque tu me sembles sincère. Rendez-vous demain, à la même heure, pour ta première leçon. Pas d'entourloupe, sinon je te troue la panse. Notre animal alla se coucher, ravi de cette fructueuse conversation. Le lendemain fut rude pour notre apprenti. Il débuta par la pâte feuilletée, dut pétrir et repétrir jusqu'à ce qu'il ne sente plus ses pattes. La vieille femme se montrait exigeante, mais le mois suivant, les tartes n'eurent plus aucun secret pour Lucullus. Ce dernier rougit même de plaisir lorsque le chef lui décerna 17 sur 20. Fort de son expérience, il organisa quelques dégustations qui se soldèrent par un échec, faute de volontaires. « Ça sent le traquenard à plein nez !» ricanaient lapins et belettes. Eh bien oui, on voit ici le sens de ce conte qui commence à affleurer. Il est difficile de modifier les idées reçues. On le voit ici avec la réaction du monde alentour qui est incarné par les animaux de la forêt, les lapins et les belettes. Et comme tu le disais au début, Florence, la légende a la vie dure, mais pas seulement la légende, les préjugés aussi. Parce que ici, ce loup qui propose des dégustations, eh bien, on n'est pas d'accord avec lui. De la même façon que dans la fable de La Fontaine, la mésange n'osait pas descendre pour donner le baiser de paix au renard. Dans ce cas-là, elle avait bien raison. Ici, en revanche, il semblerait qu'on dû faire confiance au loup. Mais à force de patience et de bonne volonté, Lucullus finit par attirer de nombreux gastronomes. Jamais Mère Grand n'avait eu des lèvres aussi consciencieux et inventifs. Des puissantes pattes du loup sortaient les douceurs les plus subtiles qui soient. Eh bien, très jolie antithèse, tu sais que c'est la phrase que j'aime le mieux, très jolie antithèse pour dire la métamorphose et l'importance d'aller au-delà de la surface des choses. Des puissantes pattes du loup sortaient les douceurs les plus subtiles qui soient. C'est une très belle antithèse qui nous dit qu'on devrait peut-être gratter les choses pour voir si elles n'auraient pas une vérité à révéler. De son côté, Chaperon Rouge participa enfin à son premier championnat. Son jeune âge et sa stature déclenchèrent une flopée de moqueries. « Ah, rira bien qui rira le dernier. Attendez de voir mon coup de pédale. » Elle devança de plusieurs longueurs les autres concurrents, remportant ainsi une franche victoire. Et oui, comme le loup,
La fillette doit lutter contre les préjugés qui la renvoient à son rôle de parfaite victime. On se moque de sa volonté d'être autre, mais comme le loup, elle va être autre et elle va aller au-delà d'elle-même. Elle va peut-être révéler ce qu'il y a de plus essentiel, de plus juste, de plus vrai en elle-même. Mais on continue pour voir ce que devient cette grand-mère. Mère Grand eut alors une autre raison de se réjouir. Sa cheminée accueillit les premières coupes que sa petite-fille lui apporta avec fierté. Voilà une histoire comme je les aime. Les tripages sanglants n'étaient plus d'actualité. Les scénaristes auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps. Grâce à un fêlé de loup, j'ai récolté un talentueux pâtissier et une sportive de haut niveau. On est bien loin des données initiales, avec ces coupes qui s'entassent sur la cheminée de la grand-mère. C'est un dénouement absolument hilarant. Mais qui sont ces scénaristes dont parle Flo ? Peut-être nous, qui refusons d'abandonner nos idées reçues. La fêlure dont souffre le loup n'est-elle pas les doutes, et les doutes qui permettent d'accoucher des idées neuves ? Eh bien, voyons voir le dénouement, Florence. Un beau jour, le loup décida d'attendre Chaperon Rouge à la fin d'une course, histoire d'entretenir des relations de bon voisinage. En guise d'amitié, il lui présenta ses dernières créations, les profiteroles façon Lucullus. La gamine consentit à tester. « Oui, c'est pas mal pour un loup, mais les sucreries, c'est vraiment pas mon truc. Je suis plutôt tête de veau. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Bon courage, chef !» Et c'est bien la cohabitation de tous ces stéréotypes et de ces métamorphoses qui fait tout le charme de ce conte moderne. Les recettes du sieur loup font désormais un tabac. Il vend sur les marchés et par correspondance. N'hésitez pas à vous procurer l'adresse des douceurs de Lucullus. Pour être servi à domicile, faites le 3615, code Chaperon Rouge. Cette dernière effectue en vélo les livraisons express. Le colis vous parviendra alors dans un panier d'osier. Vous bénéficierez en prime du cadeau maison, une galette et un petit pot de beurre. En savourant ces délices, songez au courage et à l'obstination déployée pour parvenir à une telle réussite. Le conte est fini, nous allons conclure en quelques minutes à présent. C'est Florence à qui je laisserai la conclusion, mais notre problématique est importante ici. C'est un dénouement très drôle qui revient au monde contemporain et nous amène donc, au-delà du conte, à réfléchir sur nous-mêmes. Avec beaucoup de subtilité, le conte réutilise des ingrédients anciens, mais totalement dénaturés et revalorisés. Et ce qui était faiblesse et piège, la galette, le petit pot de beurre, devient symbole de la réconciliation et de l'harmonie. C'est la grand-mère qui tire la conclusion elle-même. Voilà une histoire comme je les aime. Et c'est intéressant parce que d'ordinaire, ce sont les aïeuls qui racontent les histoires. On a quitté donc les stéréotypes pour intégrer les différences et les résoudre en harmonie. Alors bien entendu, loin de nous l'idée de penser que le loup n'est pas un animal sauvage et que des loups comme ça existe. Mais derrière le loup, voyons d'autres loups, des loups qui nous sont plus proches. Voyons ceux qui ont des idées arrêtées, voyons ceux qui ont la violence inscrite dans les gènes, voyons ceux qui sont toujours les mêmes que les stéréotypes. Eh bien, c'est une fiction, certes, et ce loup n'existe pas, c'est peut-être dommage, mais c'est aussi une idée à explorer. Parce que voir les choses autrement, c'est peut-être les voir mieux. C'est les rendre autres, et quand on rend les choses autres, quand on ne voit pas autre chose mais qu'on le voit autrement, eh bien peut-être qu'on sait faire progresser notre vision du monde. Quelle sera donc ta conclusion, Flo ? À peu près la même. En changeant notre vision des choses et en les envisageant sous un autre angle, on peut, avec un peu d'humour et de bonne volonté, faire changer le monde. Eh bien, je trouve que ce loup gourmet était une belle réponse au loup, au petit chaperon rouge, puisque maintenant, avec les deux titres des histoires, nous avons les personnages qui sont réunis. C'est un diptyque, le petit chaperon rouge et le loup gourmet. On voit qu'ils sont arrivés à l'harmonie. Ce serait bien qu'on arrive à une pareille harmonie dans le monde des hommes. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce conte. Florence en a écrit d'autres. Et vous voyez qu'elle ne manque ni d'humour, ni de cette subtilité qui fait qu'on sait relire. Parce que relire, c'est faire une autre œuvre. C'est pas simplement relire, dire
autre chose, c'est faire une autre œuvre, c'est-à-dire reprendre ce qui a existé et peut-être lui donner un sens plus profond. Donc c'est sur ces paroles que nous allons conclure cette lecture plurielle. En vraiment remerciant énormément Florence de son très joli conte que moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, comme d'ailleurs ses autres contes. J'espère que vous pourrez les retrouver ailleurs. La prochaine émission de lecture plurielle, la 9e, sera à la fin du mois de janvier. Elle me permettra de recevoir Olivier de la Rivière, l'actuel propriétaire de l'hôtel Lasfeld, et d'évoquer ce beau sujet, le thème des ruines. Les ruines nous donnent-elles le sentiment de mort ou d'éternité? Et nous verrons que choisir. Merci beaucoup Florence pour ta présence. Merci, au revoir.